L'Académie Psyche est une école prestigieuse destinée aux élèves surdoués, où l'on cultive les talents dans les arts du spectacle, le sport de haut niveau et les disciplines académiques avancées. Yu Ayase y a récemment été transféré, et pourtant, il est déjà devenu le souffre-douleur de son mentor. Ce dernier ne cesse de lui crier dessus avec frustration. Non pas à cause de ce que Yu fait, mais à cause de ce qu'il est. Le fils de la légendaire Subaru Ayase, actrice de renommée mondiale et ancienne élève brillante de l'Académie. Contrairement à sa mère, Yu peine. Il est faible en arts martiaux et a échoué dans ses cours avancés. Pourtant, certains élèves gardent espoir, convaincus que les vrais prodiges dissimulent parfois leur talent. Subaru Ayase est une diplômée de classe A de l'Académie Psyche, adulée dans le monde entier pour son jeu d'actrice exceptionnel, sa beauté sans égale et ses cascades audacieuses. Sea's Talents couvre de nombreux domaines et elle a terminé première de sa promotion. Avec un tel héritage, chacun des gestes de Yu est scruté de près, surtout lorsqu'il ne répond pas aux attentes. Bien que Yu ait admis n'avoir jamais combattu de sa vie, son mentor insiste pour le tester. Il prétend que les Trois Royaux sont curieux de savoir quel genre de personne est réellement Yu. Sous la pression et la frustration, Yu fonce et donne un coup de poing de toutes ses forces. Mais lorsqu'il touche sa cible, l'impact est si faible qu'on dirait une simple tape. Son mentor perd alors totalement son sang-froid et plaque Yu au sol. Des murmures commencent à résonner dans tout le stade. Astérisque, astérisque. Le fils de Subaru Ayase est un échec total. Astérisque, astérisque. On attend souvent des enfants de génie qu'ils héritent de leur éclat. Yu vit avec cette déception depuis ses 17 ans. Toujours à terre, il lance une remarque cinglante à son mentor. Plus on est médiocre, plus on est obsédé par le talent. À cet instant, son mentor croit entendre parler Subaru elle-même. Si ce n'est pas le talent, tu as au moins hérité de son visage. Malgré tout, son mentor continue de le réprimander pour sa médiocrité. Mais Yu le sait déjà. Il a vu de ses propres yeux à quel point sa mère brillait. Sans dire un mot de plus, il s'éloigne. Tout le monde pense qu'il est simplement habitué à perdre. Mais les Trois Royaux, eux, ne peuvent pas laisser cela arriver. Ils placent tous leurs espoirs en lui. Fou de rage, son mentor décide de faire sortir le talent de force. Mais alors qu'il s'apprête à frapper Yu, un coup de pied surgit derrière lui et le frappe de plein fouet. Face à lui se tient Nico, bientôt rejointe par ses deux sœurs. Kazuki, une actrice de théâtre à succès, et Miwa, une prodige du sport au palmarès inégalé. Quant à Nico, elle est la meilleure combattante de l'école. Ensemble, elles représentent les meilleurs élèves de chaque programme des Trois Royaux. Toujours allongée au sol, Yu lève les yeux vers elle, abasourdi. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. Kazuki s'avance pour le saluer, et lorsqu'on évoque ses résultats aux examens avancés, le verdict tombe. Un imposteur médiocre sans la moindre once de talent. C'est une grande déception, surtout venant de celles qui espéraient qu'ils rejoignent chacune de leurs spécialités respectives. Bien sûr, Yu connaît déjà ses propres limites. En réalité, il s'est déjà transféré dans le ** programme d'éducation générale, une filière que tout le monde a même oubliée. Sur ses E, Yu tourne les talons pour partir, mais Nico l'interpelle et lui demande de nettoyer d'abord. C'est une règle tacite, celui qui perd nettoie le dojo. Alors il doit continuer. Les Trois Royaux lui lancent encore quelques piques avant de s'en aller. Yu aimerait bien répondre, mais il sait qu'il ne peut rien faire. Il saisit le seau d'eau et commence à nettoyer. Le lendemain, les élèves du programme des arts martiaux arrivent au stade pour leur entraînement habituel et découvrent que toute la zone brille de propreté. Yu, lui, rentre chez lui, perdu dans ses pensées, repensant à son passé. Quand il était plus jeune, il rêvait d'être acclamé comme sa mère. Il répétait des répliques de films devant la télévision, mais à chaque fois qu'il la voyait jouer, il comprenait qu'il ne pouvait pas égaler sa brillance. Il a cherché sa voie, sautant d'un domaine à l'autre, jusqu'à ce que la réalité le frappe. Il n'était que médiocre. Peu à peu, il a commencé à s'éloigner de sa mère, bien qu'elle fût sa seule famille. Puis, elle est tombée malade. Pendant son hospitalisation, elle regardait souvent un film dans lequel elle avait joué, une série sur la vie de famille où elle tenait le rôle d'une mère. Ce n'était pas l'un de ses rôles les plus prestigieux, mais Yu l'aimait bien. Elle aussi. Un jour, alors qu'il se tenait à son chevet,
Yu lui confia que ce qu'il préférait dans cette série, c'était la fin de chaque épisode. Un dîner en famille où tout le monde riait et discutait de choses banales. Ce jour-là, ils ont eu leur première véritable conversation depuis des années. Et Yu comprit que tout ce que sa mère avait toujours voulu, c'était une chose simple, une famille heureuse et normale. Son dernier vœu était celui-là, que Yu puisse un jour fonder une famille heureuse. Yu referme son carnet et s'éloigne, ses bagages à la main. Il ne sait pas encore comment accomplir ce souhait, mais une chose est sûre, il est prêt à essayer. Il s'arrête devant une grande maison sur le portail de laquelle est inscrit le nom astérisque Mikadono astérisque. L'endroit est immense, mais Mikadono lui avait bien dit qu'il pouvait entrer. Yu pousse donc le portail et, à sa grande surprise, découvre qu'il s'agit en réalité d'un véritable manoir. Ébahi par la taille et la splendeur des lieux, Yu commence à se poser de sérieuses questions sur l'identité de ce mystérieux Mikadono. Alors qu'il s'apprête à défaire ses bagages, un pied vient soudainement s'écraser en plein sur son visage. Il tombe au sol. Devant lui se tient Miko, tout juste sorti du bain, vêtu uniquement d'une serviette. Comprenant que Nico habite ici et qu'elle l'a probablement pris pour un intrus, Yu tente de s'expliquer. Mais Nico, déjà en colère, s'apprête à l'attaquer de nouveau. Seulement, elle glisse subitement et tombe. Yu en profite pour la taquiner un peu. Il jette une serviette sur sa tête pour l'essuyer, mais au bout de quelques secondes, Nico se dégage de son emprise, clairement irrité. C'est alors que les deux autres sœurs font leur apparition. Kazuki le dévisage et dit qu'il lui semble familier, tandis que Miwa le reconnaît aussitôt et exige de savoir ce qu'il fait chez elle. Avant même qu'il puisse répondre, son téléphone sonne sur la table. Les trois filles se figent lorsqu'il décroche et mentionnent négligemment le nom de leur père, Monsieur Mikadono. Ce dernier l'appelle pour vérifier s'il est bien arrivé. On apprend alors que la mère de Yu était une vieille amie et bienfaitrice de Monsieur Mikadono. En sa mémoire, il a décidé de veiller sur Yu, dans l'espoir que le talent de sa mère se perpétue à travers lui. Mais ce qui choque le plus Yu, c'est que les trois filles sont en réalité les filles de Mikadono. Ce dernier a simplement oublié de le lui dire. Monsieur Mikadono annonce qu'il s'attend à ce que Yu s'entende bien avec ses filles. Yu, quant à lui, reste bouche bée. Il repense au dernier souhait de sa mère, qu'il puisse un jour avoir une famille heureuse. Et c'est ainsi que ce garçon ordinaire se retrouve, contre toute attente, à faire partie d'une famille composée de 3 sœurs exceptionnelles. Les filles, en apprenant qu'elles vont devoir vivre avec lui, poussent un cri de désespoir. Yu, lui, a l'impression d'être tombé dans un rêve complètement absurde. Nico, agacé, finit par accepter la situation à contre-cœur, affirmant que c'est la décision de leur père, après tout. Kazuki, incrédule, ne comprend pas comment leur père a pu accueillir quelqu'un qu'elle considère comme un raté. Quant à Miwa, elle refuse catégoriquement de s'occuper d'un parasite idiot. Il est clair qu'aucune d'entre elles n'est ravie de la présence de Yu. Mais malgré tout, Yu ne compte pas reculer. Il sait qu'il est banal, mais il est bien décidé à rester fort et à vivre le rêve d'une famille heureuse que sa mère avait toujours imaginé pour lui. Yu se présente officiellement aux 3 sœurs, mais aucune ne semble vraiment s'en soucier. Alors qu'il s'apprête à ranger ses affaires, il marche par mégarde sur ceux qui semblent être un sous-vêtement féminin. Kazuki le lui arrache immédiatement des mains, rouge de gêne. C'est à ce moment-là que Yu remarque que le manoir est dans un état lamentable. En jetant un coup d'œil vers la cuisine, il découvre un spectacle encore pire. Kazuki était censée s'occuper de la vaisselle, mais apparemment, elle ne l'a jamais fait. Des éclats de verre encombrent l'évier et Yu les ramasse prudemment un à un. Il comprend que Kazuki avait tenté de faire la vaisselle, mais sans grand succès. Puis, il tombe sur une montagne de linge sale. C'est Miwa qui en avait la charge. Elle avoue avec nonchalance qu'elle a oublié comment faire, malgré sa capacité à mémoriser des choses bien plus complexes. Pour s'en sortir, elle a même griffonné des instructions de lavage sur ses propres mains. Miko, responsable des tâches ménagères, se moque alors des résultats de Yu au test d'aptitude, l'accusant de révéler au grand jour leur incompétence. Mais Yu n'y prête aucune attention. Une fois leur déluge d'insultes terminé, il ne réagit même pas. La maison est déjà étincelante. Et c'est là que Miko fait enfin le lien.
C'est lui aussi qui avait nettoyé le dojo. Yu tente une nouvelle fois de se faire bien voir, souriant et affirmant qu'il peut faire ce genre de ménage quand elles veulent. Il a la tête de l'emploi, c'est certain. S'il n'était pas aussi nul dans tout le reste. Le lendemain matin, Yu se réveille au son de son réveil, s'attendant à une journée paisible puisqu'il n'y a pas école. Mais cette illusion vole rapidement en éclats quand des bruits sourds résonnent dans toute la maison. Il n'est que 7 heures du matin et Miko est déjà à l'entraînement dans son dojo privé. Dans une autre pièce, Miwa est plongée dans un jeu vidéo intense, débattant furieusement avec une IA pendant qu'elle martèle les touches de sa manette. Quant à Kazuki, elle est en cuisine, en train de mélanger tranquillement une boisson verdâtre douteuse comme partie de sa routine matinale. Yu se rend compte à quel point il est différent des 3 sœurs. Même en l'absence de cours, elles ont toutes quelque chose à faire, le laissant seul dans la maison. Il espérait pouvoir partager le petit déjeuner avec elle, mais Kazuki semble pressé. Il se tourne alors vers Miwa, qu'il trouve affalée devant une montagne de snacks qu'elle considère visiblement comme son repas du matin. Il tente de la mettre en garde contre les sucreries dès le réveil, mais l'éclat dans ses yeux lui fait vite comprendre qu'il ferait mieux de se taire. Alors qu'il commence à préparer son propre petit déjeuner, ses pensées dérivent doucement vers sa vie d'avant, celle qu'il partageait avec sa mère. À chaque fois qu'il préparait le petit déjeuner, sa mère ne mangeait presque jamais avec lui. Toujours occupée, toujours centrée sur elle-même. Ce comportement, Yu le connaît bien. Les prodiges vivent souvent enfermés dans leur propre monde. S'il n'a jamais réussi à créer un vrai lien avec sa propre mère, comment pourrait-il espérer vivre en paix avec 3 sœurs aussi talentueuses? Alors qu'il mange seul, Yu remarque le regard de Miko fixé sur son assiette. Elle est surprise d'apprendre qu'il a cuisiné avec des ingrédients presque périmés. Quand il lui propose une part, elle hésite un instant, visiblement tentée, mais se ravise rapidement en se rappelant son régime strict. Son plat est peut-être savoureux, mais bien trop déséquilibré pour quelqu'un qui s'entraîne au quotidien comme elle. Alors que les 3 sœurs se pressent pour partir, Yu reste seul à table. Il repense à sa mère, qui elle aussi suivait des régimes draconiens pour certains rôles. Maintenant, tout s'éclaire. Kazuki fait de même pour préserver son image de star. Miwa grignote sans arrêt pour rester mentalement alerte. Nico suit une routine stricte pour garder son corps au sommet. Les prodiges sont souvent tellement concentrés sur eux-mêmes qu'ils finissent par ignorer ceux qui les entourent. Yu se souvient que, parfois, sa propre mère lui faisait peur. Il s'était éloigné d'elle, incapable de comprendre son monde. Alors que les 3 filles s'apprêtent à franchir la porte, elles se disputent sur qui est responsable du retard. Juste avant qu'elles ne partent pour de bon, Yu les arrête. Il leur annonce qu'elles ont oublié quelque chose. Affolées, elles fouillent leur sac à toute vitesse, pour finalement se rendre compte qu'elles n'ont rien oublié. Agacées, elles le réprimandent pour les avoir inquiétées pour rien. C'est alors que Yu ajoute, d'un ton calme, « Ce que vous avez oublié, c'est de dire astérisque bonne journée ». Plutôt que de les attendrir, ces mots provoquent un malaise général. Sans répondre, elles reprennent leur chemin, balayant l'étrangeté de l'instant d'un haussement d'épaule. Son message n'a clairement pas eu l'effet escompté, mais Yu reste déterminé à réessayer. Nico, en marmonnant, trouve la remarque stupide. Mais lorsqu'elle croise son reflet dans la vitre, elle remarque ses joues rougies. Et Yu, Kazuki, Miwa, chacun d'eux repensera à ces mots dans la journée, même s'ils ne l'avoueront jamais. Au fond d'eux, ils ont trouvé ça plutôt agréable. De retour au manoir, Yu fait la vaisselle quand son téléphone sonne. C'est Monsieur Mikadono. Il appelle simplement pour prendre des nouvelles et l'informer qu'il sera rarement à la maison à cause de son travail. Autrement dit, Yu passera la plupart de son temps seul avec les 3 sœurs. Il lui confie également une faveur. En tant que prodige, ces filles seront un jour confrontées à leurs propres défis. Il veut que Yu soit là pour elles lorsqu'elles en auront besoin. S'il y parvient, Monsieur Mikadono est convaincu que les filles finiront par s'ouvrir à lui. Mais Yu ne peut s'empêcher de douter. Comment un garçon aussi ordinaire que lui pourrait-il être utile à des filles aussi... Le père de Yu lui explique que Kazuki doit passer une audition importante. Nico a un tournoi d'arts martiaux à venir et Miwa participe à des compétitions de shogi. C'est, selon lui, une occasion parfaite pour Yu de les aider. Mais Yu n'a aucune idée de comment un bon à rien sans talent comme lui pourrait être utile à des prodiges pareils. Cependant,
Lorsqu'il commence à imaginer les filles échouer dans ce qu'elles savent faire de mieux, il se remémore la douleur de ses propres échecs et surtout ce regard de déception dans les yeux de sa mère. Alors, il décide de faire ce qu'il peut. Et pour commencer, il veut mieux les connaître, en partageant les repas avec elles. Plus tard, après son entraînement, Nico rentre au manoir. En voyant Yu en train de cuisiner, elle pousse un cri aigu, oubliant un instant qu'ils vivent ensemble. Mais quand elle le voit goûter ses plats, elle rougit violemment. Astérisque, il est carrément canon. C'est un juste astérisque. Yu lui propose alors de goûter à ce qu'il a préparé. Tentée, elle s'apprête à accepter, puis se ressaisit brusquement. Elle refuse d'un ton sec, déclarant qu'elle ne se laissera pas dompter par ses petits plats. Elle disparaît pour aller prendre une astérisque douche de beauté. Mais à son retour dans la cuisine, elle découvre Yu en pleine frénésie culinaire, entourée de livres de recettes étalés sur le comptoir. C'est à ce moment-là que Miwa débarque elle aussi dans la cuisine. Yu, avec passion, leur annonce qu'il va leur concocter les meilleurs repas possibles. Mais les filles, peu impressionnées, le rejettent sans ménagement. Cela rappelle à Nico comment, avec ses sœurs, elles ont toujours rejeté la cuisine des domestiques. Elle était convaincue qu'elle devait contrôler chaque chose qu'elle ingérait pour rester dans la meilleure forme possible. Mais alors qu'elle mâchonne tristement son éternelle poitrine de poulet sèche, elle jette un œil à ceux que Yu a cuisinés. Et là, elle salive immédiatement face au festin appétissant qui s'offre à elle. C'est à ce moment que Yu surgit derrière elle, l'air intense. Il lui explique avec un sérieux presque inquiétant que chaque plat est soigneusement équilibré, riche en nutriments et parfaitement adapté à son régime de sportive. Sous l'insistance de Yu, Nico finit par céder. Alors qu'il s'effondre de fatigue, il lui confie que tous les plats ont été conçus sur les recommandations de diététiciens, rien que pour elle. Nico rougit en comprenant qu'il a fait tout cela, juste pour elle. Quand elle goûte enfin, elle ne peut s'empêcher de le féliciter. Son visage s'éclaire. Son cœur se trouble. Yu, lui, s'imagine avoir apprivoisé un petit chat errant avec une bouteille de lait. Pendant ce temps, Miwa, en train de les épier discrètement, salive en secret. Lorsqu'elle finit par descendre, Yu l'assaillit aussitôt d'explications scientifiques sur son plat, affirmant que les acides qu'il a utilisés sont parfaits pour stimuler ses capacités cérébrales. Intriguée et affamée, Miwa accepte finalement de goûter. C'est alors que Nico réalise que Yu a aussi cuisiné en pensant au goût de Miwa. Pendant qu'ils mangent, les sœurs commencent à discuter de combien de temps s'est écoulé depuis leur dernier repas ensemble. Yu, attendrie, les observe avec un petit sourire. Mais soudain, Kazuki surgit, interloqué de voir ses sœurs à table ensemble. Comme à son habitude, Yu se met à lui vanter les bienfaits de son plat, expliquant qu'il pourrait sublimer ses talents et même lui donner un teint parfait pour la scène. Contre toute attente, Kazuki le rejette froidement. Nico essaie de prendre sa défense, mais Kazuki réplique que les repas en famille, ce n'est pas pour elle. Yu, dévastée, la compare à un chat sauvage qui refuse qu'on le nourrisse. Touché par ses efforts, Nico, se sentant mal pour lui prend le plat des mains et commence à manger. C'est alors que Yu lance soudainement que le plat de Kazuki est bourré de glucides et qu'il risque de la faire grossir, ce qui met Nico hors d'elle, elle qui essayait juste d'être gentille. Mais Yu la rassure doucement, lui promettant de l'aider à surveiller son alimentation. Nico rougit instantanément, plus rouge encore qu'une tomate bien mûre. 3 jours plus tard, Yu fait sa rentrée scolaire. Il pense toujours à comment briser la carapace de Kazuki et accomplir le souhait de leur père, aider ses filles à s'épanouir. Il décide de l'aborder de front. Il la rejoint alors qu'elle est littéralement encerclée par ses fangirls qui la couvrent de compliments. Dès qu'elles le reconnaissent, les filles se moquent de lui, le traitant de bon à rien. Kazuki, amusé, se joint à elle, mais Yu ne se laisse pas démonter. Il la supplie de ne plus repousser ses avances et d'accepter son cadeau spécial, convaincu que cela la rendra heureuse. Sauf que, alors que Yu parle de nourriture, tout le monde croit qu'il évoque quelque chose de beaucoup plus intime. La foule s'exclame, l'accusant de chatouiller le cornichon d'un loser. Pris de panique, Yu détale à toutes jambes, fuyant le chaos qu'il vient, encore, de provoquer. Yu décide alors d'approcher Nico pour lui demander de l'aide afin de se rapprocher de Kazuki. Mais dès qu'il l'interpelle,
Nico se fige, les joues rouges, ne pouvant penser à autre chose qu'à combien il l'a fait chavirer. Sees Amy, intriguée par la familiarité de Hugh envers Nico, le confronte sur le champ. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Nico surgit avec une aura glaciale et écrasante, réduisant ses camarades au silence. Terrorisé, Hugh prend la fuite et court vers son dernier espoir, Miwa. Pendant ce temps, Miwa est en classe, concentrée sur une partie de shogi sur son téléphone. Lorsqu'elle entend ses camarades bloqués sur un exercice de maths, elle donne la réponse du tac au tac. Mais au lieu d'être admirée, les autres élèves sont terrifiés par son intelligence froide et tranchante. Yu arrive alors et remarque que, contrairement à ses sœurs, Miwa est aussi silencieuse ici qu'elle ne l'était chez eux. Il tente de discuter avec elle et lui propose de déjeuner ensemble. Miwa décline sans détour et s'éloigne tranquillement. Mais Yu n'abandonne pas. Il se met à la poursuivre dans tout le campus, déclenchant une véritable chasse au trésor, pour un simple déjeuner. À la fin, tous deux s'écroulent, épuisés. Yu réalise alors que Miwa est aussi nulle que lui en sport. Il lui fait remarquer qu'elle est très réservée en classe. Miwa lui confie qu'en tant que l'une des 3 royales, elle a du mal à s'intégrer et à parler des choses de fille avec les autres. Yu, dans un élan de sincérité, lui dit qu'il comprend, lui aussi étant un royal, mais un royal raté, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend. Miwa, touchée malgré elle, éclate de rire et le traite d'idiot. Après ce moment de calme, ils finissent enfin par déjeuner ensemble. Miwa lui donne un précieux conseil. Pour se rapprocher de Kazuki, il doit découvrir ce qu'elle aime vraiment manger. Elle se souvient qu'enfant, Kazuki avait demandé à leur mère un plat très spécial. Yu comprend alors que le seul moyen de toucher Kazuki, c'est de recréer le plat favori qu'elle mangeait enfant, la cuisine de leur mère. De retour à la maison, Yu se met en cuisine, déterminée à concocter ce plat si spécial. C'est à ce moment que Kazuki entre dans la pièce, avant de s'écrouler soudainement devant lui. Il découvre rapidement qu'elle souffre d'une forte fièvre. Alors que chacun tente de prendre soin d'elle, Kazuki rejette toutes leurs tentatives et les chasse de sa chambre, refusant leur aide. Mais Yu ne baisse pas les bras. Il continue de lui envoyer des plats dans l'espoir qu'elle les goûte. Mais Kazuki les rejette un à un, les qualifiant de répugnants. Yu finit par entrer de force dans la chambre de Kazuki pour lui apporter son plat. Lorsqu'elle tente de le chasser, elle vacille, affaiblie, et s'effondre sur lui. Il lui dit calmement qu'à ce rythme, elle va rater toutes ses répétitions et lui propose alors de devenir son partenaire de scène jusqu'à ce qu'elle se remette. Fière, Yu se vante d'être le fils de la grande actrice Subaru et d'avoir commencé à jouer dès son plus jeune âge. Kazuki, intriguée, se demande si elle n'est pas face à un futur prodige. Mais l'illusion se brise aussitôt que Yu commence à lire son texte. Il a la voix d'une vache mourante. Kazuki le met immédiatement à la porte, le traitant d'incapable. Pourtant, Yu ne baisse pas les bras. Jour après jour, il revient avec la même proposition, jouer avec elle. Et jour après jour, il se fait jeter dehors. Cela commence à agacer Kazuki. Elle, toujours parfaite, constante, impeccable. Lui, pitoyable, chaotique, tenace. Mais une nuit, alors qu'elle descend dans le salon, elle le découvre en train de regarder toutes ses performances à la télévision. Il récite ses lignes à voix haute, maladroitement, mais avec détermination. Kazuki, silencieuse, se sent touchée. Même s'il reste un acteur déplorable, son acharnement ne laisse pas son cœur indifférent. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre, prêt pour une nouvelle séance. Mais cette fois, Kazuki, repensant à la scène de la veille, ne le chasse pas. Elle s'assied à côté de lui et commence à jouer. Yu, ému, sent quelque chose se débloquer. Et, à la surprise générale, il prononce une réplique, à la perfection. Submergé par l'émotion, Yu fond en larmes, appelant sa mère à travers les sanglots, incapable de croire qu'après plus de 10 ans d'efforts, il a enfin réussi à bien jouer une seule ligne. Kazuki, de son côté, l'observe en silence, un léger pincement au cœur.
Elle, qui a toujours été talentueuse, ne comprend pas cette passion brûlante qui pousse Yu à continuer malgré les échecs. Dans un souffle, elle admet sa défaite. Elle accepte enfin de manger ce qu'il lui a préparé pour pouvoir se rétablir plus vite. Yu explose de joie et lui promet de lui cuisiner un véritable chef-d'œuvre. Mais Kazuki l'interrompt et lui dit qu'elle a une requête. Avant de poursuivre, elle se blottit dans son lit, rouge de honte. Après avoir pris son courage à deux mains, elle lui avoue à voix basse qu'elle n'aime pas les carottes, ni les champignons, ni les poivrons, ni bien d'autres légumes encore. Yu reste interdit un instant et comprend soudain que tout ce temps, Kazuki n'était pas difficile à soigner. Elle était simplement une enfant capricieuse à table. Ce matin-là, Nico et Miu restaient figés, incrédules. Kazuki était en train de manger avec eux. Et pas seulement ça, elle mangeait de la vraie nourriture. Yu passa à côté, félicitant distraitement Kazuki d'avoir terminé sa soupe. Elle haussa les épaules, répondant que c'était bon tant qu'il n'y avait pas de carottes. Ce qu'elle ignorait, c'est que Yu en avait discrètement râpé dedans. En mangeant son propre repas, Yu ressentit un profond soulagement. Il avait fallu du temps et des efforts pour réussir à les réunir tous autour de la même table, et ils n'étaient pas faciles à gérer. Mais à la tombée de la nuit, sa joie s'estompa peu à peu. L'une après l'autre, les sœurs envoyèrent un message. Elles ne rentreraient pas dîner. Yu essaya de faire bonne figure, mais une pointe de déception se glissa dans sa voix, juste au moment où il pensait qu'il redevenait enfin une famille. Heureusement, avoir eu une mère prodige l'avait habitué à être laissée de côté. Elle ne rentrait parfois pas pendant des mois, entièrement absorbée par son travail. Mais c'est cette même dévotion qui avait fini par les éloigner. Et aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher de comparer les sœurs Mikadono à elle. Elles étaient toutes des prodiges, alors que lui se sentait insignifiant dans leur ombre. Et pourtant, il ne pouvait ignorer le fait que M. Mikadono lui avait personnellement demandé de veiller sur ses filles, une responsabilité qui pesait lourdement sur lui, même s'il ne savait pas comment s'y prendre. Dans le silence, ses pensées dérivèrent vers sa mère et son ultime souhait, qu'il puisse fonder une famille heureuse. Le problème, c'est qu'il ne savait pas vraiment ce qu'était une famille heureuse. Cherchant des réponses, il pensa à son film préféré, celui où sa mère jouait une mère aimante. Le regarder l'avait toujours profondément touché. Il n'y avait pas de drame excessif, juste des sourires, des rires, des conversations simples. C'était ce genre de famille qu'il voulait créer. Bientôt, la table se retrouva couverte de DVD de cette série de films. Un par un, il les visionna tous, jusqu'à arriver à cette scène où sa mère, l'actrice principale, portait une robe de mariée et épousait le héros. Elle voulait qu'il ait une famille heureuse, lui aussi. Mais Yu ne pouvait s'empêcher de sentir le poids du réel. Les films étaient bien loin de la vraie vie. Tellement absorbé par le film, Yu perdit la notion du temps. Les sœurs Mikadono finirent par rentrer, épuisées par leurs diverses courses. En entrant dans le salon, elles restèrent pétrifiées en voyant Yu, les larmes aux yeux, devant la télévision. Miwa s'approcha, curieuse de savoir ce qui l'avait autant émue, et fut stupéfaite en découvrant qu'il avait regardé toute la série d'une traite. Kazuki, silencieuse, reconnut aussitôt l'actrice à l'écran, Sumaru. En voyant cela, Kazuki en déduit rapidement que Yu doit terriblement s'ennuyer de sa mère. Prenant une inspiration discrète, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de continuer à cuisiner ou faire le ménage pour se faire accepter. Miwa ajoute doucement qu'il pourrait se détendre un peu, et Nico, sans filtre, lâche qu'il est de toute façon juste un parasite. La remarque surprend Yu, qui se redresse et répond fermement qu'il ne se considère pas comme un parasite. Malgré les différends qu'il avait avec sa mère, il a fini par réaliser qu'il se ressemblait plus qu'il ne le pensait. Alors cette fois, il veut bien faire les choses. Il veut créer un lien avec elle, avoir une vraie famille, sincèrement. Mais les sœurs ne semblent pas comprendre. Nico ricane, affirmant que la famille est surestimée, surtout pour des gens comme elle. Et puis, comment quelqu'un comme Yu pourrait-il être considéré comme un membre de leur famille? C'est à ce moment-là que la scène du mariage passe à l'écran. La déclaration du héros à Subaru, dans laquelle il exprime son désir de fonder une famille, touche une corde sensible, mais pas de la manière que Yu espérait. Les trois sœurs se figent, frappées par une même pensée. Elles comprennent tout de travers, persuadées que Yu veut les épouser toutes et faire d'elles ses épouses.
Ignorant complètement les pensées tordues qui leur traversent l'esprit, Yu continue et demande à Nico quand est son anniversaire. Les filles le regardent, perplexes. Il explique que puisqu'ils sont tous dans la même année scolaire, il veut savoir qui est la plus âgée pour déterminer qui serait l'aîné dans leur famille. Mais plus il parle, plus les 3 sœurs rougissent, ulcérées. Sans le laisser terminer, elles crient en chœur qu'il n'est qu'un parasite et quittent la pièce d'un pas rageur. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se détend dans le bain, Nico se surprend à penser à Yu. Elle trouve étrange à quel point il semble indifférent, malgré le fait qu'ils vivent avec 3 filles. Soudain, un cri retentit depuis la cuisine, la faisant sursauter. Yu a oublié d'acheter du pain pour les sandwichs et panique complètement. Mais lorsqu'il se retourne et la voit dans cet état, son inquiétude change de cible. Il lui fait doucement remarquer qu'elle ne porte qu'une serviette et risque d'attraper froid. Rouge de honte, Nico détale hors de la cuisine et manque de percuter Miwa, qui remarque immédiatement à quel point son visage est écarlate. Gêné, Nico prétend que c'est juste la chaleur du bain, mais Miwa n'est pas dupe. Elle n'a passé que 5 minutes là-dedans. Miwa commence à recoller les morceaux. Nico n'a jamais réagi comme ça quand quelqu'un la voyait nue par accident. Alors qu'est-ce qui a changé? Elle plisse les yeux, suspicieuse, et Nico nie farouchement qu'à ce moment-là, Yu entre dans la pièce, les bras chargés de linge fraîchement plié, et le tend à Miwa. En attrapant la pile, sa main frôle celle de Yu. Instantanément, son visage vire au rose. Elle retire sa main d'un geste brusque, ce qui pousse Nico à se demander si, elle aussi, n'aurait pas un petit faible pour Yu. Et quand Nico laisse échapper un astérisque, aussi astérisque sans réfléchir, Miwa se fige. L'implication est claire. Nico a forcément un faible pour lui. Nico panique et les 2 sœurs se lancent dans une dispute ridicule, enchaînant les dénégations. Pendant ce temps, Yu, toujours aussi ignorant de ce qui se passe vraiment, ramasse calmement les vêtements que Miwa a fait tomber et recommence à les plier. Au milieu du vacarme, Kazuki finit par intervenir et sermonne ses sœurs. Yu se tourne alors vers elle et lui demande poliment si elle peut poser une casserole sur l'étagère du haut, hors de sa portée. Kazuki, étonnamment de bonne humeur, accepte. Mais quand Yu la remercie avec un sourire lumineux et sincère, elle sent ses joues s'empourprer. Elle se détourne précipitamment, espérant qu'il ne l'ait pas remarqué. Mais Miwa et Nico, elles, ont tout vu et commencent aussitôt à la taquiner. Yu, toujours complètement à côté de la plaque, leur demande d'arrêter de se chamailler, pensant qu'il s'agit simplement de leurs disputes habituelles. Les filles finissent par quitter la pièce une à une, laissant Yu seul. En observant autour de lui, Yu remarque le désordre laissé derrière. Sans un mot, il se met à ranger. En nettoyant la table, il repense à tout ça. Oui, les films sont bien différents de la réalité. Et pourtant, ce jour-là, quand ils avaient tous mangé ensemble, c'était réel. Il espère sincèrement qu'ils vivront encore de ces moments-là. En ramassant les affaires éparpillées, Yu tombe sur une vieille photo. Les 3 sœurs y apparaissent enfants, souriantes, les bras l'une autour de l'autre. Elles avaient l'air si heureuses. Rien à voir avec la distance qu'il ressent aujourd'hui. Intrigué, il demande à chacune qui a laissé cette photo-là. Aucune ne répond. Chacune nie. Mais Yu n'est pas dupe. Il est sûr que l'une d'entre elles l'a posée là. Quelqu'un tient encore à se souvenir. Il en est certain. Et Yu décide qu'il veut aider à raviver ce lien. Le lendemain, les sœurs l'informent qu'elles seront toutes absentes ce week-end, chacune ayant des obligations liées à ses ambitions personnelles. En classe, Yu a du mal à se concentrer. L'idée qu'elle s'éloigne encore plus le tourmente. Alors, discrètement, il commence à faire des recherches sur leurs destinations respectives. En consultant les agendas de chacune sur son téléphone, une idée commence à germer dans son esprit. La veille de leur départ, Yu fait de son mieux pour tout préparer. Il leur prépare des boissons pour le voyage, réserve lui-même leurs hôtels afin de leur alléger la charge. Il tend à chacune un billet d'hôtel, avec un sourire sincère, leur offrant un peu de réconfort. Miwa, cependant, ricane en disant que la nourriture des hôtels est généralement mauvaise. Yu la taquine en disant qu'elle va regretter sa cuisine, ce qu'elle nie aussitôt avec une moue.
Malgré tout, il leur promet de leur préparer un délicieux dîner à leur retour. Le lendemain, Miwa entre dans son premier match de shogi. Calme et précise, elle lit la stratégie de son adversaire et remporte la partie avec des coups nets. Alors qu'elle s'apprête à partir, son mentor vient à sa rencontre. Il la prévient. L'adversaire de demain sera d'un tout autre niveau, un joueur de rang équivalent à un maître de 4e degré. Même pour une génie comme elle, la compétition peut devenir rude. En regagnant l'hôtel, l'avertissement de son mentor résonne encore dans sa tête. Un adversaire redoutable l'attend, et elle sait qu'elle devra s'entraîner davantage dès ce soir. Mais alors qu'elle marche sous les cerisiers en fleurs, le festival nocturne attire son regard. La beauté de la scène ralentit son pas, éveillant en elle des souvenirs d'il y a plusieurs années. À la réception de l'hôtel, juste au moment où elle s'apprête à s'enregistrer, Miwa remarque Kazuki devant elle. Leurs regards se croisent, toutes deux surprises. Kazuki explique que son théâtre de performance se trouve à 2 pas. Miwa réalise alors que son tournoi de shogi se tient au même endroit. Quelques instants plus tard, Nico arrive à son tour, tout aussi étonné de les trouver là. Il s'avère que sa propre compétition a lieu dans les environs également. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre cette étrange coïncidence, Yu surgit. Un grand sourire aux lèvres, son sac à dos en bandoulière. Il admet que c'est son œuvre. Sachant que les sœurs ne parlaient jamais de leurs projets entre elles, il a secrètement tout organisé pour qu'elles logent à proximité les unes des autres. Yu voulait simplement les rapprocher un peu. Les 3 trouvent l'idée absurde, mais Yu insiste. C'est une occasion unique de tisser des liens familiaux, un moment pour elles 3 en tant que sœurs. Toujours perplexe, elle lui demande ce qu'il fait là, lui. Yu affiche un sourire malicieux et leur répond qu'il est leur chef de festival. Puisqu'elles sont déjà dans le coin et que ce soir a lieu le astérisque festival nocturne des fleurs de cerisier astérisque, il leur propose d'y faire un tour. Mais au fond, Yu cache une intention plus personnelle. Ce même festival apparaît sur la vieille photo qu'il a retrouvée. Il a deviné que celle qui y tenait encore souhaitait peut-être revivre ce moment. À sa grande surprise, les 3 sœurs réagissent exactement de la même manière. Elles trouvent son idée ridicule. Après tout, elles ne sont pas là pour se divertir, mais pour concourir. Préparées à leur refus, Yu leur explique que le sanctuaire du festival est réputé pour porter chance aux compétiteurs. Nico ricane, lançant que seuls les perdants comptent sur les prières, pas les génies comme elle. En réponse, Yu sort un petit livret rempli de noms de prodiges renommés qui ont visité ce sanctuaire pour y chercher l'inspiration. Les sœurs sont visiblement surprises. Yu ajoute que la foi compte autant que le talent. Et puis, Yu leur montre aussi des photos des différents plats proposés dans les stands du festival, ceux qui captent immédiatement l'attention de Nico et Miwa. Kazuki est la première à réagir, acceptant de venir. Elle y voit une occasion parfaite d'augmenter l'engagement sur ses réseaux sociaux. Mais elle prévient ses sœurs. Si elles veulent l'accompagner, elles devront s'habiller convenablement. Sur phase, Yu révèle qu'il a déjà fait des recherches sur les meilleures boutiques pour louer des tenues de festival. Ils se rendent alors dans un magasin de kimonos et dès que les vendeurs posent les yeux sur les 3 sœurs, leur visage s'illumine d'admiration. Yu demande des kimonos pour chacune et le personnel se presse, enthousiaste à l'idée de les habiller. Kazuki est la première à enfiler une tenue, un kimono sobre et élégant dont la simplicité met en valeur son port naturel et sa grâce. Miwa enfile à son tour un kimono vert orné de petits chats, parfaitement en accord avec son énergie douce et légèrement espiègle. Yu, attendrie, ne peut s'empêcher de prendre des photos, un sourire sincère sur les lèvres. Mais lorsqu'il se tourne vers Nico, elle est toujours assise, silencieuse, dans un coin. Elle marmonne qu'elle n'aime pas porter de kimono. Yu l'encourage avec douceur, lui rappelant qu'il existe une infinité de styles à découvrir. Une vendeuse s'approche alors et lui propose un kimono en jean, affirmant qu'il conviendrait parfaitement à une fille forte et élégante comme elle. La remarque prend Nico de court. Elle se revoit enfant quand elle adorait les robes à volants,
mais qu'on la qualifiait sans cesse de garçon manqué. Ce jugement l'a suivie depuis, jusqu'à aujourd'hui. Yu lui tend ensuite un kimono rose pâle, orné de motifs délicats de fleurs de cerisier. Même ses sœurs échangent des regards sceptiques, murmurant que ce genre de style trop doux et féminin ne lui correspond pas. Mais Yu, lui, est convaincu que ce sera parfait. Maintenant, elle a 2 choix devant elle, et c'est à elle seule de décider. Les minutes passent. Nico est toujours enfermée dans la cabine d'essayage. 6 sœurs commencent à s'impatienter, se demandant ce qu'elle fabrique. Et enfin, les portes coulissantes s'ouvrent. Nico sort, vêtue du kimono rose. Un silence total s'installe. Personne ne dit un mot. 6 cheveux ont été coiffés avec soin pour s'harmoniser avec la tenue. Son allure, à la fois douce et troublante, laisse tout le monde bouche bée. Nico murmure qu'elle doit sûrement avoir l'air ridicule, fuyant leurs regards. Mais vu la façon dont tous la dévisagent, figée dans une admiration silencieuse, c'est tout le